Salut! Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, en ce jour mémorable, gravé à jamais dans les annales de la République, un homme s'élève parmi les siens, un homme que l'histoire elle-même semblait attendre. Le monde tremble, les oiseaux se taisent, BFM TV frémit d'excitation, car celui qu'on croyait disparu dans les brumes de Barcelone renaît de ses cendres comme un pigeon politique, migrateur et opiniâtre, toujours prêt à se poser sur la branche du pouvoir. Cet homme, c'est Manuel Valls. Oui, vous l'avez vu et vous allez le voir, Manuel Valls, l'enfant chéri du destin républicain, l'élu suprême investi dans les arcanes du pouvoir se voit renominé au gouvernement. Non, sa réincarnation est un signe, un présage, une lumière éclatante dans le ciel politique. L'élu est là, l'investi est parmi nous. Manuel Valls, tel un soleil naissant, franchit les portes du pouvoir, déployant ses ailes métapolitiques, prêt à gouverner, à décider et à transformer. Qu'il se lève devant l'Assemblée, qu'il marche dans les couloirs de l'Élysée, qu'il brandisse son stylo présidentiel comme une flamme. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un sentinelle démocratique, un guerrier de la République, un messie politique revenu non pas pour sauver Israël, mais pour sanctifier la nation. Alors, mes amis, ouvrez grand vos yeux, tendez vos oreilles à l'histoire qui se tisse, car Manuel Valls est descendu parmi nous. Que Dieu, la République et les caméras veillent. La France va être marquée d'audace, de fureur, d'ironie et de pouvoir. Voici venu l'ère du plus grand Morbac que le monde ait connu. Exceptionnel, Manuel Valls a été conservé. Mais oui, il a été conservé. Toujours ministre des Outre-mer. On essaie quand même de faire en sorte qu'il soit dans un ministère qui l'oblige quand même à pas mal voyager. Voilà. Ils veulent pas se le taper tous les jours non plus. Donc bon, voilà, c'est. Mais il a été reconduit. Attention, attention. Et bien évidemment, il a été envoyé directement. Il a été envoyé au combat première ligne dès le premier jour. Bam. Il est là pour nous dire des choses qui changent pour le renouveau, pour le plaisir et la grandeur de la France pour sauver notre pays en difficulté. Il y a une commission d'enquête qui va démarrer sur les liens entre les mouvements politiques et les réseaux islamistes. Est-ce qu'entre la France insoumise et ses réseaux, une très grande dangerosité évidemment, les liens pour vous sont établis? C'est une évidence, c'est démontré, prouvé, documenté. On verra ce que dira la commission d'enquête, mais les choses sont claires. D'abord, ce que je veux, c'est, on l'a fait hier dans un rassemblement d'une très grande dignité du CRIF, avec un beau discours de Jonathan Murphy. 26 secondes. 26 secondes. Il a tenu 26 secondes. C'est beau. Non, mais il a tenu 26 secondes et il y est déjà. On sent qu'il a changé, mais on sent qu'il est de retour, toujours aussi comme ça, intéressant quand même, avec des sujets différents. Il est revenu avec des sujets différents. On le voit en 30 secondes, là, on sent que les sujets sont différents. Ensuite, oui, parce que il s'est donné de la peine. Il y a un moment, attention, parce qu'on est en train de détruire la politique. En détruisant la politique, on détruit la démocratie. Qui bénéficiera Monsieur Valls, qui l'a détruit? Je pense qu'il y a une responsabilité collective. Chacun peut y prendre sa part. Mais il ne s'agit pas d'analyser ou de commenter. Il s'agit de prendre des décisions. C'est ce que Alors, on n'analyse pas ou on commande pas. Enfin, on n'analyse pas. Voilà. On prend juste des décisions comme ça, au hasard. Au hasard, quoi. Un peu comme un pigeon quand il choisit sa petite miette par terre, il avance comme ça. Et hop, il picore au hasard. Qu'est-ce qui reste de la Macronie à laquelle vous appartenez en réalité? Qu'est-ce qu'il reste ce matin? Moi, j'appartiens au gouvernement de la France. J'appartiens à aucun parti.
j'ai voté. Ouais, il se place, il fait de la com maintenant. Ah oui, il fait un peu de com. En 2017 et en 2022 pour Emmanuel Macron, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, parce que ça me semble... Ah oui, puis il y avait pas, voilà. Il est pas du tout dans la Macronie, pas du tout. Mais il a quand même voté 2 fois pour lui, mais il est quand même dans son gouvernement, mais il accepte d'être toujours ministre des Outre-mer, mais il est pour la France. Semblait par ailleurs le choix qu'il faisait pour notre pays. Mais le sujet n'est pas celui-ci. Enfin, respectons quand même les institutions. Moi, je suis attaché aux institutions de la Ve République. Le quinquennat doit durer jusqu'en 2027. Il y a eu des élections législatives l'année dernière qui n'ont pas donné de majorité. Donc la seule responsabilité qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que le gouvernement de la France fonctionne, que l'État fonctionne, qu'on redresse les finances du pays, qu'on assure la sécurité. Si vous partez, l'État va tomber ? Non, pas l'État, parce que l'État, c'est l'épine dorsale de ce pays, même s'il y a des crises, on les voit bien, l'école, malgré tous les engagements, tous les efforts que l'on fait. Ah, il est toujours aussi chiant, il est chiant. On peut pas, comment on peut pas l'écouter, en fait. Quand on l'écoute, on est toujours en attente qu'il dise un truc, on se dit, ah, il va le dire, et non. Non, ça n'arrive jamais. Ah là 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 là. Alors pourquoi selon vous, selon les oppositions, parlent de sketch et de provocation ? Mais je pense que le jeu politique éloigne les responsables et les formations des véritables préoccupations des Français. Les partis ont un rôle constitutionnel prévu à l'article 4 de la Constitution. Il serait quand même étrange que ces partis, et notamment celui qui se dit héritier du général de Gaulle, le fondateur de la Ve République. On n'en peut plus. Et vous savez, pour nous, c'est difficile. Et vous savez pour qui ça a été encore plus difficile ? Ça a été encore plus difficile pour le ministre, en fait. Parce que lui, il s'est pointé, il a fait son gouvernement, il s'est tapé valse là pendant 1 mois depuis qu'il y a eu, et il a démissionné instantanément. Ah ben, il en pouvait plus. Il s'est dit, non, je ne pourrais pas le supporter plus que ça. Voilà. Il a fait démissionner notre Premier ministre. Le Premier ministre a craqué. Il en pouvait plus. Imaginez-vous 1 mois de ça. Participe de la destruction des institutions. Après sa nomination hier, ça serait la nomination des ministres. Mais vous confirmez qu'il... Même là, la journaliste, elle en peut plus. Elle lui pose 25 questions, il répond pas, il est mou, il est nul. Et franchement, c'est vraiment, mais il s'est quand même accroché, il a quand même réussi à être de nouveau ministre de l'Outre-mer quand même. Mais en fait, il a accepté, je pense que ça c'est typiquement le ministère qui fait pas vraiment rêver, mais bon, il y avait que ça. Il a passé à peu près, je crois qu'il a dormi pendant 1 an et demi devant les portes de l'Élysée, par terre comme ça. Il était par terre, dans un petit duvet comme ça, en petite bouboule, à quémander des petites miettes, des petits bouts de pain. Il picorait comme ça, ouais. Bah ouais, c'était pas évident pour lui. Puis bon, à la fin, ils ont eu pitié. Ils se sont dit bon, ils lui ont jeté comme ça quelques graines dans la cour. Il a suivi, il a picoré, puis voilà, il s'est retrouvé autour d'une table, à se demander au début ce qu'il faisait là. Il était un peu étonné. Et tout d'un coup, ministre. Outre-mer, mais ministre quand même. Bon, allez, des choses un peu plus sérieuses. On va partir sur 2-3 petits trucs, ce que j'ai vu un petit peu traîner dans le week-end. Et j'ai eu envie de vous en parler ce matin, de vous parler un petit peu de tout ça. Là, on va d'abord voir notre Éric Coquerel. On reste dans les volailles. Comme ça, ça picore. On a le député LFI et président de la commission des finances à l'Assemblée, qui revient sur les premières pistes budgétaires du Premier ministre. Alors attention. Toutes les mesures qui sont annoncées. Alors, de l'intelligence à l'état pur. La plupart d'ailleurs, déjà en réalité, baissent encore les recettes, puisqu'on parle de défiscalisation de supplémentaires. On parle alors non pas restaurer, parce qu'en fait la prime Macron existe déjà, mais on parle de la prolonger, de la défiscaliser, donc c'est toujours moins de recettes. C'est toujours une façon de contourner la question et le problème dans ce pays. Le problème dans ce pays, c'est que le travail ne paye pas assez, c'est-à-dire les salaires ne sont pas suffisants. Il a dit
le travail ne paye pas assez, les salaires ne sont pas suffisants. Est-ce qu'il va nous annoncer que du coup on va réduire les charges pour permettre de mieux payer comme ça nos ouvriers en France et en plus de ça, de réduire comme ça la dépense et réussir à redonner du pouvoir d'achat, une sensation de liberté, un petit souffle d'air comme ça aux travailleurs. C'est-à-dire par rapport aux revenus du capital. Et là, la manière d'augmenter les salaires, c'est de prendre ce qu'on appelle le salaire socialisé. Hier, c'était les 80 ans de la sécurité sociale. Ouais, vous savez, on en a parlé. Voilà. Et les 80 ans de la sécurité sociale, tous ceux qui en réalité proposent pour augmenter le salaire sur la fiche de paye de prendre sur le salaire brut, c'est-à-dire sur le salaire socialisé, en réalité cassent la sécurité sociale. Parce que... Ah merde! Ah non, vous voyez, il veut pas faire ça, lui. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que sinon, on casse la sécurité sociale. Que ces cotisations, c'est ce que les travailleurs, en 46, ont décidé de mettre en commun pour pouvoir assurer la santé, les retraites, etc. Donc pour augmenter les salaires, il faut produire plus, alors? Pour augmenter les salaires, non. Pour augmenter Donc il faut les salaires, une politique partager les pro-entreprise. richesses. Il faut partager Ah, il a bégayé un petit coup quand même. Elle nous l'a fait un petit coup bégayé, là. les retraites, etc. Donc pour augmenter les salaires, il faut produire plus, alors? Pour augmenter les salaires, non. Pour augmenter les Il faut une politique. Il allait dire oui. Il allait dire oui. Il était à 2 doigts de dire oui parce que c'est tellement logique ce qu'elle vient de lui balancer là. Elle vient vraiment de lui dire, mais vraiment, mais la base du truc, de la logique même de la réussite d'un pays en fait et de l'accroissement économique. Et lui, et les retraites, etc. Donc pour augmenter les salaires, il faut produire plus, alors? Pour augmenter les salaires, non. On voit bien qu'il fait genre non, hop, oh là là, attention, moi je suis communiste. Plus, alors? Pour augmenter les salaires, non. Pour augmenter... Il faut une politique pro-entreprise. Il faut partager les richesses. Voilà, oui, c'est vite repris. Il faut partager les richesses. Il faut partager les richesses. Partageons les richesses. Il faut produire plus, alors? Pour augmenter les salaires, non. Pour augmenter Donc il faut une politique pro-entreprise. Il faut partager les richesses. Il faut bien une politique pro-entreprise pour produire plus. Aujourd'hui, ce que nous constatons depuis 2017, c'est que le partage de la valeur ajoutée, vous savez, entre le capital et le travail, il se fait de plus en plus au détriment du travail, en faveur du capital, et pire. Non. C'est pas tout à fait vrai, en fait, ce qu'il nous raconte. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que pour gagner en France, en gros, une entreprise, ça, c'est quelque chose qui ne se rend pas compte. Mais quelqu'un qui voudrait gagner, un salaire correct pour vivre dans le monde actuel, avec l'augmentation des prix et surtout la baisse de notre devise, de l'euro, qui n'arrête pas de chuter et du coup tout coûte beaucoup plus cher. Donc pour que l'on puisse suivre l'inflation au final, il faudrait aujourd'hui qu'on ait des salaires en moyenne, devraient tous gagner au minimum 2 500 € pour un petit peu pouvoir lutter par rapport aux pays qui aujourd'hui réussissent. Sauf que pour gagner ça, Monsieur Coquerel, vous savez combien une entreprise, elle doit faire en chiffre d'affaires? Donc là, je vais pas vous parler de ce que ça coûte. C'est-à-dire, pour donner 2 500 € en France, le salaire brut de départ de l'entreprise, c'est-à-dire ce que l'entreprise donne à l'État et à l'employé, la somme totale, c'est entre 4 000 et 5 000 €. Sauf que ça, c'est sans compter les charges de l'entreprise, c'est sans compter que faut mettre l'essence dans un camion, qu'il faut mettre l'essence dans une voiture, qu'il faut payer l'électricité, qu'il faut payer des abonnements à des logiciels. Donc c'est sans compter cet ensemble de frais qui est obligatoire pour l'entreprise. En plus de ça, il faut rajouter la part que l'entreprise doit faire pour gagner de l'argent, c'est-à-dire une part de bénéfice, sinon ça n'a aucun intérêt. Et en gros, on en arrive à, pour donner à quelqu'un 2 500 € net, l'entreprise, c'est selon les entreprises, mais on peut dire qu'on est sur de 6 000 à 8 000 € de chiffre d'affaires. Donc, quand il nous dit que le capital, l'écart entre le salaire et le capital, il est énorme, il est ceci, il est cela. Oui, il est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'entreprise, elle est ravagée de taxes.
Elle est ravagée de devoir avoir 3 secrétaires parce qu'elle est plombée par les normes, plombée par l'administratif. Voilà, Monsieur Coquerel. En fait, c'est ça. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez aucune idée de ça. Vous pensez que l'argent qui va aux entreprises, c'est de l'argent magique, qu'il suffit de claquer des doigts pour avoir des clients, qu'il suffit de, comme ça, se mettre à la fenêtre, roucouler comme Manuel Valls, et que vous allez avoir les clients et l'argent qui va venir à vous. Non, ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'analyse, beaucoup de travail. Voilà, c'est compliqué en fait. Donc, Monsieur Coquerel, calmez-vous. On va réécouter un petit peu, mais je crois que de toute façon, il va s'enterrer dans son truc, à mon avis. Pas n'importe quel capital, c'est le capital non investi qui après se transforme en dividende. Donc il faut inverser ça. Oui, pourquoi ils ont fait des lois par rapport à ce dividende qui est moins taxé en fait? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, il y a tellement de taxes sur les salaires que si le patron il se verse un salaire de, 100 000 euros à l'année, et que c'est pas en dividende, parce qu'en dividende, si le patron se donne 100 000 euros, il récupère 70 000, parce que c'est 30 000 de taxes. S'il se verse 100 000 en salaire avec une fiche de paye, en fait, il récupère à peine 30 000 euros, 30 à 40 000 euros maximum. Donc oui, le dividende a été inventé juste pour permettre au patron un petit peu de se verser des salaires sans se faire atomiser et puis pouvoir un petit peu récupérer le fruit de son travail, de son investissement et de tout le reste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des patrons qui abusent, je ne dis pas qu'il n'y a pas des sociétés qui pourraient se permettre d'un peu plus payer leurs employés. Mais tout est compliqué quand vous avez un patron qui se dit « Ah bah tiens, mon gars, pour l'augmenter, je vais lui filer 500 balles parce qu'il bosse bien. » Mais que dans sa tête, il se dit « Ah ben ça va me coûter 2000 euros », bah en fait, il préfère prendre ces 500 balles, les mettre dans une formation qui pourra déduire des impôts, par exemple. C'est pas... en fait, c'est à partir du moment où le coût de l'employé qui est surtaxé devient complètement à boule, ça n'a plus d'intérêt d'essayer d'augmenter les employés. Il faut à nouveau que les salaires, mais aussi, les revenus des artisans, des commerçants, tous ceux qui produisent des richesses dans ce pays, gagnent mieux leur vie, mais ça ne peut pas se faire sur, sur quoi est assis notamment la sécurité sociale. Donc, si, ça peut se faire sur ce qui est assis là. C'est en fait toute la différence, elle est là en fait, Monsieur Coquerel. Voilà, on peut s'arrêter là. Si en fait, il faut que ça soit sur ce que gagne la sécurité sociale. Parce qu'il dit la sécurité sociale, mais parce que dans la sécurité sociale, il y a tout. Il y a les retraites, ça englobe tout maintenant, la sécurité sociale. Eh bien si, on doit faire ça. En fait, on doit faire ça. On doit le faire. C'est tout. Ah, puis j'ai vu ça aussi. J'aimerais revenir là-dessus pour histoire de clarifier un petit peu les choses avec cette histoire du grand GR20 là, parce que on sent que la 2027 et même les municipales, ça leur fait très peur. Et ils nous en rajoutent, ils nous en font des couches et des couches et des couches. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui en France, disons la montée des discours d'extrême droite, c'est pas qu'en France. On voit bien qu'il y a une montée générale. Donc il faut aussi s'interroger sur les bouleversements des systèmes de communication. Parce que nous, qu'est-ce qu'on représente là-dedans? Faut pas se faire d'illusions. Je l'arrête juste une seconde. Il nous parle de, en fait, qu'il y a dans la communication, il y a des changements. Il attaque en disant extrême droite dès le début de son truc. Donc oui, on voudrait du changement. C'est qu'on voudrait que vous arrêtiez de tout nommer extrême droite, ce qui n'est en fait pas dans votre idéologie. On va commencer par ça en fait. Donc vous avez aujourd'hui Bolloré, etc., qui voilà, Trump aux États-Unis, c'est un exemple caricatural qui va peut-être se produire chez nous aussi. Donc on est dans des logiques, voilà, de pouvoir médiatique tellement puissant qui fabrique des images. Et souvent, vous savez, moi j'ai des exemples concrets. Peut-être que c'est la même chose en Vendée, je ne sais pas. Mais moi, voilà, en Seine-et-Marne, par exemple, des gens n'ont jamais vu un immigré de leur vie, mais ils sont persuadés qu'on est au bord du grand remplacement. Et vous aurez beau leur dire ce que vous voudrez, je reviens à ce qu'ils diront, mais si, parce que je l'ai vu à la télé. Donc, voilà, alors il paraît que c'est parce que les gens l'ont vu à la télé, on l'aurait vu à la télé. Maintenant, je vais reprendre
Les prénoms les plus donnés en 2026 seront Mohamed Amin, Léopold, Mohamed Ali, Mohamed Lamine, Ange-Marie, Abdul Aziz, Jean-Baptiste, Cheikh Tidiane, Chem Eddine et Mohamed Zaïn. Donc ça, c'est dans l'officiel des prénoms 2026, les prénoms qui seront le plus donnés. On observe quand même une majorité de prénoms arabo-musulmans. Qu'est-ce que ça dit, ce classement officiel, donc de l'officiel des prénoms, Nicolas Pouvremonti? Juste un truc, il va nous faire un son blabla. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il vient de dire. Par contre, je suis allé creuser un peu le truc, cette histoire de machin officiel des prénoms. Je dirais pas que c'est un blog là où il est allé chercher l'info, mais pas loin. Donc, c'est une prédiction sur ce que ça pourrait être l'année prochaine, patati patata. Moi, je vais revenir sur du concret, parce que je suis allé chercher l'info. En 98, les prénoms arabo-musulmans étaient de l'ordre de 7 à 8%. Aujourd'hui, je crois même que c'était même pas, c'était il y a 2 ans, ça devait, là, ce que je vais vous dire, c'est plutôt 2023-2024. On était à peu près à du 21%. Et ça, c'est des chiffres officiels de l'INSEE et compagnie. Donc, on est passé de moins d'une personne sur 10. Peut-être que eux, ça les choque pas déjà, une personne sur 10, hein, mais c'est déjà énorme, hein. Une personne sur 10, c'est énorme, en fait. Je veux dire, quand vous vous promenez, vous êtes vite 10 personnes, ça veut dire que sur les 10 personnes, en moyenne, il y en a une, elle a un prénom arabo-musulman. Aujourd'hui, on est à 20%. C'est une personne sur 5. Donc, on était à moins d'une personne sur 10. Maintenant, on est à une personne sur 5. On est passé de 7 à 21%. Donc, ça a été multiplié par 3 en un peu moins de 30 ans. Donc, si en un peu moins de 30 ans, on fait x3 sur les prénoms, et qu'on se retrouve avec une personne sur 5. Pas une personne sur 5, parce que ça serait une personne sur 5 qui a un prénom qui n'est pas d'origine française, on va dire. On pourrait mettre dedans les prénoms, portugais, serbe, norvégien, chinois, japonais, voilà. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ce sont les prénoms arabo-musulmans. C'est pas des prénoms qui ne sont pas français, en fait. Donc, au-delà d'avoir ce pourcentage qui devient fou, on en arrive vraiment à une très, 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 très forte proportion dans la population de personnes issues de cultures et de pays arabo-musulmans. Maintenant qu'on sait ça, parce que, avec sa tête de boomer de mai 68, là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans certains endroits, comme par exemple ici. C'est une Canadienne qui prend le taxi et qui tape le bout de gras. Je vais pas le laisser parler parce que il s'enflamme et il va dire des dingueries. Alors du coup, je vais lire, il y a les sous-titres. Eh bien, si tu es né au Pakistan et que tu viens du Pakistan, t'aurais pu être kidnappé par moi. J'aurais été kidnappé par toi? Bien sûr, il lui répond. Parce qu'il n'y avait pas d'autre option pour moi, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas d'autre option de t'avoir, n'est-ce pas? D'accord. Mais tu as tes femmes là-bas. Quand même, sérieusement. Donc, tu es au Canada, alors je ne peux rien dire. D'accord. Je ne peux pas te toucher ou quoi que ce soit fait au Canada. Ouais, clairement, tu ne peux pas me toucher. Il y a des lois pour ce genre de conneries. Tu vois ce que je veux dire? Là, il lui dit, n'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Elle lui répond, ce n'est pas très flatteur. C'est plutôt effrayant. Crois-moi parce que il n'y avait pas d'autre option. D'accord? Passe une bonne nuit, elle lui dit. Toi aussi, merci, au revoir. Et elle lui répond un petit dans sa langue, je pense, genre en toute amitié, en tout bien, tout honneur, en tout bien, tout honneur. Donc, les gaillards du Pakistan, quand on parle de peuple arabo-musulman, il nous l'a dit. Si il était au Pakistan, la seule façon d'avoir cette femme, ça aurait été de l'obliger à quelque chose de non consenti, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on va vite aller
En Angleterre, mais oui, parce que l'Angleterre, c'est notre futur. Donc, autant bien les observer pour bien se mettre dans la tête à quel point il faut faire attention. Lui, c'est Anas Sarwar, le chef du parti travailliste écossais, déclare que les Pakistanais doivent prendre le contrôle des écoles et du gouvernement au Royaume-Uni. Nous n'obtiendrons vraiment le vrai pouvoir, sinon, si nous avons juste plus de Pakistanais assis dans les salles du Conseil et les parlements. Mais en fait, avoir plus de Pakistanais et d'Asiatiques, et d'Asiatiques du Sud, hein, c'est comme ça que les Pakistanais sont comptés dans les Asiatiques, hein, au niveau des statistiques. Assis au couloir du pouvoir, prendre les décisions, et c'est là que je vais finir ce soir. C'est-à-dire que le changement est à venir. Et les jours où notre communauté sud-asiatique est considérée comme une banque de vote ou une banque de curry sont bel et bien révolus. Ben oui, mais messieurs, mesdames les gauchistes, ça les utilise, ça en fait venir en masse, comme ils ont fait en Angleterre pour garder le pouvoir. Puis une fois qu'ils sont beaucoup, eh ben alors, ça va mettre en place des petites lois pour que monsieur le petit taxi puisse assouvir ses petits plaisirs, j'ai l'impression. Hein? Ben oui, non, mais en Europe, il l'a dit. On voit partout en Europe. Ce qu'on observe aujourd'hui en France, disons la montée des discours d'extrême droite, c'est pas qu'en France. Hein, on voit bien qu'il y a une montée générale. Donc, voilà, donc c'est dans notre tête, mais s'il y a la montée de ce qu'ils appellent l'extrême droite, hein, parce que Starmer, hein, le ministre anglais, l'a dit, hein, je vous en avais parlé l'autre fois, il a annoncé, si vous êtes contre l'immigration, c'est que vous êtes un méchant raciste. Ben oui, c'est comme ça, oui. Faudra vous y faire. Enfin, s'il ne se passe rien en 2027, bien sûr. Maintenant, on va revenir sur ce que j'ai entendu aussi ce week-end. Ben oui, notre bon vieux Macron, écoutons. Je vais le dire en des termes plus directs. Nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont à la main soit de grands entrepreneurs américains, soit de grandes sociétés chinoises, dont les intérêts ne sont pas du tout la survie ou le bon fonctionnement de nos démocraties. Je le coupe juste, c'est de sa faute. Aucun investissement, aucune aide n'a été fait en France, aucun développement n'a été fait en France pour qu'on ait notre propre, comment on appelle ça, moteur de recherche, nos propres réseaux sociaux. Hein. Il n'a rien fait. Donc ça, déjà, de un, il se met une balle dans le pied instantanément, hein, mais c'est juste pour lui glisser à l'oreille. Ah bah tous les mondialistes de gauche, là, je peux vous dire que les démocrates de gauche, là, mondialistes, je peux dire ça applaudit, là. Parce qu'ils savent de quoi il va parler. Vous vivez dans des espaces où, dès leur plus jeune âge, vos enfants sont exposés au pire contenu et regardez l'épidémie de troubles mentaux, de troubles du comportement alimentaire de nos adolescents et de nos jeunes. Il est totalement corrélé à l'émergence de ces réseaux sociaux. Nous avons laissé s'installer des espaces publics où tout est fait pour ne plus raisonner. Puisqu'au fond, l'ordre de mérite, c'est que l'émotion est supérieure à l'argument et que l'émotion négative est supérieure à l'émotion positive. J'avance un peu. On est très loin de l'agora démocratique de l'Antiquité. Et donc, si nous ne nous réveillons pas, nous, Européens, pour dire nous voulons reprendre le contrôle de nos démocraties, je vous l'écris d'ici 10 ans, tous ceux qui jouent sur cette infrastructure ou avec elle auront gagné. Et nous serons un continent, comme beaucoup d'autres, de complotistes, d'extrêmes, de bruit et de fureur. Si nous croyons dans l'ordre démocratique, remettons la science et la connaissance au cœur, remettons l'autorité scientifique au cœur, remettons la place de la culture, de l'éducation, de l'apprentissage au cœur. Protégeons nos adolescents et nos jeunes de ces réseaux sociaux. Petit orgasme, ou donnons des règles à ces réseaux sociaux pour qu'ils aient en quelque sorte les mêmes que ceux de l'espace démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gens cachés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de faux comptes qui créent de faux emballements. Et faisons respecter les mêmes règles.
Quand vous avez un journal, vous êtes responsable de ce qui s'y publie. Quand vous avez un réseau social, vous devez être responsable de ce qui s'y publie. Voilà les petites annonces. Mais bien sûr, c'est les petites annonces. Bah oui, puis comme ça, vu que ils auront tout mis en place, après on viendra vous faire encore comme lui. Voilà, oui. Encore un, Royaume-Uni. Un blogueur arrêté pour un mème. En gros, il est interpellé à son domicile pour avoir partagé une image disant « Les phoques, les animaux, Hamas ». Motif invoqué par la police, incitation à la haine raciale. Dis donc, monsieur, c'est vraiment méchant ça. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Il a partagé une image qui dit « Phoque l'animal », quelque chose des terroristes. Non mais, dis donc... C'est vraiment un grand méchant, lui. Espèce de fou méchant. Heureusement, la police est là. Heureusement, il l'a dit, Macron. On va reprendre le pouvoir. Donc voilà, rien ne change, vous le savez bien. Ça s'empire, en fait, c'est tout. Donc on informe toujours. J'essaye, pour bien faire se rendre compte. D'ailleurs, je vais refaire une vidéo sur l'histoire... la vidéo que j'avais fait avec Zemmour, là, parce que j'ai eu des petits commentaires. Alors, j'ai répondu en commentaire, mais je peux pas leur mettre des pavés de 50 lignes, de pourquoi, comment, Zemmour, c'est nul de voter pour Zemmour en 2027 au premier tour. Pas qu'il est nul, pas que son programme est nul, mais j'en ai parlé, mais je vais en reparler, en fait. Je vais refaire une petite vidéo. Je pense que ce sera une petite vidéo courte que j'ajouterai comme ça, à celle de d'habitude de la journée pour faire une petite réponse, parce que pour moi c'est important, il faut surtout pas jouer avec 2027, car si 2027 passe, je pense que ce sera la démocratie qui trépasse et nous n'aurons plus d'espace pour nous exprimer, et à ce moment-là nous aurons définitivement perdu et nous ne pourrons plus nous réveiller dans un sursaut démocratique. Et nous allons nous retrouver comme les Anglais, avec comme seule arme les manifestations et hélas ce qui va avec, c'est-à-dire la violence et tout ça. Donc il ne faut pas qu'on en arrive là, il faut que l'on combatte absolument le système tant qu'il y a encore un petit peu de place et tant qu'il y a un petit peu d'espoir. Et pour rester dans le thème du grand GR20, qu'on connaît tous, cette marche incroyable en Corse, le grand GR20 de la France. Je vous dis au revoir sur ces belles images. Likez la vidéo, abonnez-vous, mettez la petite cloche, commentez, dites-moi un petit peu ce que vous pensez du retour de la réincarnation de notre grand messie pigeonnier et Morbacus, Monsieur Valls. Et de toute autre chose qui vous aurait marqué et que vous avez envie de discuter un petit peu avec moi. Partagez la vidéo et je vous dis à tout bientôt. Des becs.